Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence annuelle de présentation des résultats du GRESB, du questionnaire 2021, par les répondants français et les répondants européens et internationaux. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Ça veut dire implicitement que ces problématiques vous préoccupent et de toute façon, nous voyons bien que les enjeux ESG sont de plus en plus importants pour le secteur immobilier, que ce soit en France ou à l'international. Cette conférence intervient dans un contexte assez particulier parce que, comme vous le savez, la COP26 est toujours en cours à l'heure où nous parlons et elle se tient à Glasgow jusqu'au 12 novembre. C'est une des raisons, mais pas seulement celle-ci, pour laquelle nous avons souhaité mettre un accent sur la question des trajectoires de décarbonation des acteurs de l'immobilier, en demandant à un petit groupe d'invités représentatifs du secteur immobilier de venir partager leurs expériences dans le second temps de cette conférence. En effet, la conférence va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, nous présenterons les résultats 2021 avec Charles et Delphine Moreau, responsable de projet à l'OID, mettra en perspective la présentation de ces résultats des trajectoires nationales et internationales en matière de décarbonation de l'industrie immobilière. Donc ça sera le premier temps, notre première heure. Vous aurez l'opportunité de poser des questions. On laissera 10 minutes de Q&A à la fin de cette session. Voilà. Et dans un second temps, nous réunirons une table ronde, comme je vous le disais, sur les outils et stratégies de décarbonation. Cette table ronde sera composée de Stéphanie Chevalier, Marine Guillot et Audrey Serraglio. Donc, un promoteur immobilier, un conseil et une foncière cotée. Voilà pour cette introduction. Je vais en rester là à ce stade et on laissera, et après on pourra rebondir un petit peu sur les différents éléments qui auront été présentés. Sachez d'ores et déjà que tout ce qui vous est présenté sera disponible soit sur la plateforme du GRESB, soit sur la plateforme Taloen de l'OIS, excusez-moi, je rentre de vacances, de l'OID. Voilà. Et également que nous pourrons répondre à vos questions a posteriori si nous n'avions pas le temps aujourd'hui de tous les traiter. Voilà. Enfin, en dernier petit mot introductif, je voudrais aussi mettre en exergue le fait que ce travail-là que nous réalisons depuis 5 ans, d'analyser un petit peu comment les Français se positionnent par rapport à leurs voisins européens et au monde, prend tout son sens et prend de plus en plus de sens dans un contexte où un certain nombre de directives européennes et de règlements européens vont venir nous impacter, nous et nos voisins. Et donc, l'enjeu sera justement d'être capable d'avoir une certaine comparabilité, de comprendre comment nos voisins travaillent et comment nous le faisons nous-mêmes. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Charles qui pourra se présenter et qui, comme chaque année, va vous présenter les résultats avec brio. Merci Loïs. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Je vais essayer de passer au suivant. Nickel. On aurait voulu faire ça en personne malheureusement, mais voilà, les conditions sanitaires ne le permettent pas encore, donc on fait avec les moyens du bord. Mais on nous sent en personne entre nous, donc c'est déjà ça, c'est déjà une amélioration par rapport à l'année précédente où c'était vraiment 100% virtuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Vantil, je suis directeur Real Estate chez GRESB et je vais vous présenter un aperçu des résultats 2021 de l'évaluation GRESB relatif à la section, à la région Europe. Mais je vais également toucher brièvement deux produits que nous sommes en train de développer pour servir notre membre participant et membre investisseur, ainsi que un bref mot sur notre GRESB Assessment Roadmap. 32. Super. Excuse-moi, c'est pas qui Donc, comme j'ai dit, trois petites sections. Il faut jouer.
C'est bon. C'est bon. 3 sections à cette brève présentation. Quelques mots sur les résultats Europe. Et Loïs me suivra avec une version un peu plus détaillée des résultats France. Une introduction à 2 nouveautés de notre côté, donc 2 produits qui sont sur le point de lancer dans le courant du mois de décembre, ainsi que le premier trimestre 2022. Et quelques mots sur la GRESB Assessment Roadmap, qui est un processus que nous avons commencé il y a quelques mois maintenant, qui va être critique dans le développement de notre futur, de nos évaluations dans le futur. Donc, quelques chiffres clés d'abord sur l'état du benchmark, avant de rentrer dans les scores et dans les métriques un peu plus détaillées. Et dans ce cadre-là, j'aimerais quand même rappeler à tout le monde en ligne qu'une grosse partie du taux de croissance de notre outil de benchmarking n'est donc pas seulement généré par nos participants en tant que tels, mais également par nos investisseurs membres. Ces institutions qui viennent inciter leur investissement à participer dans notre outil de benchmarking, évidemment, contribuent très, très fort au taux de croissance d'année en année. Et ce nombre d'investisseurs en 2021 s'élevait à environ 140 pour une valeur under management de plus de 45 000 $ américains. 45 000 milliards de dollars américains. 45 000 $, un peu peu. Du côté participants maintenant, comme vous pouvez le constater, le nombre de participants, donc le nombre d'entités qui nous rapportent chaque année a légèrement augmenté chaque année. Avec un taux de croissance plutôt stable, avec l'exception de 2019. Depuis 2019, on voit que cette croissance continue à s'accélérer, ce qui est évidemment extrêmement positif de notre point de vue. Et pour être honnête avec vous, en 2020, la participation globale a connu un taux de croissance de 24%, qui a été le plus haut depuis la création de l'outil de benchmarking en 2010. Donc évidemment extrêmement positif d'un point de vue du côté participant. Et le nombre total d'entités qui nous rapportaient cette année s'élevait à un peu plus de 1500. Lorsqu'on regarde le détail par région, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, un peu plus de la moitié de ces 1500 entités sont basées en Europe. Lorsqu'on regarde le taux de croissance par région, maintenant, on s'aperçoit aussi que l'Europe est la région qui a cru le plus comparé aux autres. Donc, encore une fois, extrêmement positif. Vous allez le voir, ça a quelques répercussions dans les scores, évidemment, puisque les nouveaux participants ont de manière générale un score un peu moins élevé que les plus expérimentés, sophistiqués. Mais généralement, ça n'a un impact que sur 1 ou 2 ans, puisque ces nouveaux participants, généralement, ont tendance à rattraper la foule, comme on dit. D'un point de vue mondial, notre outil de benchmarking couvrait environ 117 000 actifs, pour lesquels nous avons collecté des données au niveau de l'actif, pour une valeur d'un peu moins de 6 000 milliards de dollars américains. Aussi, c'est bon. Alors, on reçoit pas mal de questions sur la composition en tant que telle de notre benchmark. Donc voilà, je l'ai mise sur ce slide. Du côté gauche, au niveau de l'entité, on s'aperçoit en fait que bien une grosse partie de notre benchmark constitue des fonds diversifiés. Et par fonds diversifiés, ici, je fais référence à des fonds dont 75% de la valeur n'appartient pas à un secteur spécifique. Par contre, d'un point de vue du côté actif, maintenant, du côté droit de ce slide, on n'a pas de classification diversifiée, évidemment, parce que chaque actif correspond à un secteur. Donc, on voit que la composition du benchmark est un petit peu plus balancée, avec 26% industriel, 21% retail, 20% résidentiel, suivi par 15% bureau, si je lis correctement, effectivement, 15%. Quelques mots sur les scores maintenant. Je vais commencer par le modèle GRESB. Pour ceux en ligne qui n'ont jamais vu ce modèle GRESB, en 2 mots, c'est un modèle qui représente les scores GRESB au travers de 2 dimensions. Sur l'axe des Y, sur l'ordonnée, vous avez la dimension management et la dimension performance en abscisse. Et comme vous pouvez le voir, le score GRESB va augmenter légèrement depuis 2020 chaque année, depuis 2010 pardon, chaque année, avec l'exception de 2020 qui correspond à la ligne en pointillé ici sur ce graphique, qui, pour ceux d'entre vous qui se le rappelaient, correspondait à l'année où nous avions restructuré l'évaluation en composants, justement, qui a mené à une recalibration du benchmark. Donc, tous les scores en moyenne ont diminué l'année passée. Maintenant, si on compare 2020 avec 2021, donc avec la même structure, évidemment, on n'a pas refait ça cette année, les scores ont augmenté à nouveau.
Lorsqu'on regarde le détail par région maintenant, donc les points de couleur, vous voyez que l'Océanie est toujours en ligne, en tête, pardon, ce qui a été le cas maintenant pendant plusieurs années. Depuis plusieurs années, effectivement, l'Océanie est une région qui est en moyenne plus sophistiquée que les autres, et ça, c'était le cas depuis de nombreuses années maintenant. Ils ont été aussi les précurseurs en termes de participation de Grèce, etc., etc. L'Europe est légèrement en retrait par rapport aux autres régions, mais bon, ça se joue dans un mouchoir de poche à ce point-ci, mais en faisant référence à ce que je disais tout à l'heure, l'Europe a été la région de loin qui a connu le taux de croissance le plus important cette année, et dès lors contient le plus grand nombre de nouveaux participants. Et ces nouveaux participants viennent évidemment alimenter le benchmark, mais on représente des scores qui sont en moyenne un peu plus bas que les participants plus expérimentés. Donc on peut s'attendre à ce que cette moyenne européenne qui augmente dans les années à venir. On vous a également fourni les scores correspondant à un certain nombre d'étoiles, donc de 1 à 5 en bas à droite de ce slide. On reçoit également pas mal de questions sur ce sujet. Et la raison pour laquelle on pensait que c'était pertinent dans ce cadre aussi, c'est que nous avons compris en fait, depuis plusieurs années que pas mal de participants en fait, utilisent ces scores comme objectif de score Grèce d'année en année. Par exemple, un participant qui va se dire bon, l'année prochaine, on va essayer d'atteindre un 3 étoiles. Ça, ce sont des indicateurs de performance d'année en année. Maintenant, ces scores, évidemment, sont calculés dynamiquement, puisqu'ils dépendent de la distribution des participants en Grèce, donc changent chaque année, comme vous pouvez le voir, ils ont changé de 2020 à 2021, mais ils indiquent quand même un indicateur où se trouvent les quintiles relatifs à la distribution des participants au niveau mondial. Quintile. Tu dis quoi? Si, c'est ce que tu as dit. Okay. Le même visuel maintenant, mais avec le détail par pays. Et je ne vais pas m'attarder trop parce que Loïs va évidemment parler un peu plus des résultats France. Juste une petite note sur. Vous avez déjà probablement perçu l'Italie et l'Allemagne un peu en retrait par rapport aux autres pays, certainement l'Italie. Mais à noter qu'ici, l'Italie, en fait, est le pays de loin qui a connu le taux de croissance le plus important en Europe. Ils ont été un petit peu en retard par rapport aux autres pays, mais en tout cas, ils sont en train de rattraper la cadence, mais très, 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 très sérieusement. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'ils ont quadruplé le nombre de participants cette année, donc extrêmement impressionnant nombre de participations provenant de ce pays-là. Et Grèce, on a eu pas mal de conversations avec ces participants, et je peux vous assurer qu'ils adressent l'ESG d'un point de vue très, très sérieusement. Lorsqu'on décortique les scores d'un point de vue aspect maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, les aspects représentent, si vous voulez, une catégorie d'évaluation, un chapitre qui s'adresse à une problématique en particulier. Et une tendance intéressante qui émerge de cette analyse est sur l'aspect Data Monitoring and Review, qui est l'aspect qui a été entouré en noir, où nous avons observé un nombre croissant de participants qui ont soumis leurs données ESG de performance, de consommation, etc., à des entreprises tierces afin d'en valider ou même d'en vérifier ou même d'en assurer la fiabilité. Et ça, évidemment, c'est extrêmement positif, c'est un signal extrêmement positif pour l'industrie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la qualité de la donnée ESG reste un obstacle très majeur dans son utilisation, et savoir qu'un nombre croissant de participants Grèce font appel à des entreprises tierces pour pouvoir vérifier leurs données ESG est un signal extrêmement positif, évidemment, et très prometteur pour les années à venir. Regardons maintenant quelques points de données plus particuliers sur les indicateurs de performance. Alors, il y a eu énormément d'hypothèses émises sur l'impact de Covid, sur les indicateurs de performance, etc. On a eu de nombreuses discussions avec nos groupes de gouvernance au début de l'année pour pouvoir, comment est-ce que l'évaluation va être impactée par justement ce Covid auquel personne s'attendait. Et donc, je vous propose de regarder quelques indicateurs de performance tels que, pour commencer, la couverture de données. Je sais que pas mal d'entre nous avaient émis l'hypothèse que Covid allait potentiellement
empêcher ou aller impacter négativement l'engagement effectif de fund managers avec leurs locataires pour pouvoir venir collecter les données de consommation d'énergie et eau. Il s'avère que lorsqu'on regarde notre base de données, il s'avère que ce n'est pas nécessairement le cas. On observe une augmentation générale des couvertures de données sur tous les secteurs. Alors, elles ne sont pas très significatives, mais elles sont quand même positives, ce qui est évidemment positif. Donc, voilà, effectivement, nombreuses discussions qu'on a eues avec nos membres, avec nos groupes de gouvernance, il s'avère que Covid n'a pas été l'obstacle attendu en ce qui concerne la collection de données. Maintenant, lorsqu'on regarde les performances réelles, en termes de, par exemple, ici, intensité énergétique, alors évidemment, là, on observe une diminution générale des intensités, puisque les gens ont simplement moins utilisé les actifs immobiliers, avec peut-être l'exception du secteur industriel ici, qui a connu une augmentation d'achats en ligne et ce genre de choses, puisque les gens restaient plus à la maison durant le confinement. Donc, on a connu certains fonds logistiques qui ont carburé très, très fort l'année passée et donc résulte d'une augmentation légère d'intensité énergétique. On a eu également pas mal de conversations avec des fonds résidentiels qui s'attendaient aussi à une augmentation d'intensité énergétique, puisque les gens, encore une fois, sont restés plus chez eux. Mais à noter ici que lorsqu'on regarde la composition de notre benchmark, on n'a pas que de l'actif multifamilial, mais on a également des résidences estudiantines, par exemple, pour lesquelles on a compris que beaucoup d'étudiants sont rentrés chez eux pendant le confinement, parce que c'est probablement plus confortable chez eux que dans leur code estudiantin. Et donc, d'un point de vue au niveau du benchmark, lorsqu'on prend tous les actifs résidentiels, tout confondus, on note une légère diminution d'intensité énergétique. Maintenant, pas vraiment significative, mais pas non plus d'augmentation. Ouais. Ah, c'est le... Ah voilà, ça marche. Pardon. Ah, d'accord. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide, juste une petite note en disant que nous avons collecté pas mal d'observations intéressantes depuis nos membres sur comment le Covid a impacté la performance de leur portefeuille, et ce pour de nombreux secteurs immobiliers. Donc voilà, il y a pas mal d'observations intéressantes à faire ici. Nous sommes en train de disséquer ces commentaires et nous allons les publier, en tout cas les plus intéressants, sur notre site internet. Donc pour ceux en ligne qui sont intéressés par ces observations en termes d'impact Covid sur performance immobilier, n'hésitez pas à consulter notre site internet dans les semaines qui viennent. Nous sommes toujours en train d'y regarder, mais nous avons déjà vu pas mal d'observations intéressantes. Un rapport que nous sommes en train de développer, nous avons développé tout au long de l'année 2021 et que nous comptons lancer dans le courant du mois de décembre. C'est un rapport qui se base sur la donnée ESG existante sur notre plateforme. Donc, nos participants membres qui sont intéressés par générer ce rapport ne vont pas devoir nous rapporter des points de données supplémentaires. Vue exhaustive sur l'exposition de données complète sur tous leurs actifs, et dans ce cadre-là, dans ce scénario-là, le rapport va venir compléter ces points de données manquants en venant estimer, fournir une estimation par secteur et par pays, estimation qui se base directement sur notre base de données. Et évidemment, comme beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, ce rapport va se baser sur les voies de décarbonisation développées par le CRREM, les voies mondiales. Donc, ce rapport va couvrir tous les pays du monde. Donc, que vous soyez un fonds localisé dans une région ou global diversified, ce rapport va pouvoir vous fournir une vue exhaustive de votre exposition par rapport au risque de transition. Je pense que c'est évidemment le thème de la table ronde aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet.
on aura pas mal de temps pour en discuter plus tard. La deuxième nouveauté de notre côté, c'est notre solution de reporting SFDR. Alors, similairement à le Transition Risk Report, c'est une solution qui va se baser sur la donnée existante de notre plateforme. Cependant, dans ce cas-ci, les participants intéressés par cette solution vont devoir venir nous rapporter quelques points de données supplémentaires, puisque eh bien, SFDR requiert certains points de données que nous ne collectons pas encore via notre évaluation, comme par exemple le revenu par actif exprimé en euros, ce genre de choses, plutôt des points de données plutôt financiers que non financiers. Si vous êtes intéressé par cette solution, nous tenons un webinaire le 11 novembre, donc après-demain, ce jeudi, où nous allons vous proposer une démonstration de cette solution d'un point de vue input et output. Donc, n'hésitez pas simplement à prendre votre portable, à scanner ce code barre. Ça va vous mener directement à la page pour vous enregistrer à ce webinaire. Vous êtes évidemment les bienvenus, c'est gratuit et vous êtes évidemment invité à poser toutes les questions que vous avez en tête. Pardon ? Le 11 novembre est férié en France. Ah, bon, bah, écoutez, le 11 novembre est férié en France. Du coup, il y aura plus de parties. Donc, du coup, on s'attend à vous voir tous en ligne, mais il sera également enregistré, donc il sera disponible sur le site internet. Si vous voulez le revisionner, il y aura. Et un dernier mot sur comme je l'ai mentionné, sur notre GRESB Assessment Roadmap, qui est un projet extrêmement important qui vise à redévelopper, en collaboration avec l'industrie, la vision de nos évaluations, real estate et infrastructure, pour les années à venir. Nous sommes actuellement dans la phase 1, qui vise à redéfinir la vision de l'évaluation. Et nous avons en fait, à travers une enquête, certains d'entre vous l'ont certainement vu, à travers une enquête, nous avons collecté un grand nombre de feedbacks depuis nos membres, quant à leur vision de notre évaluation pour les années futures. Et nous sommes actuellement en train de disséquer ce feedback reçu et agréger celui-ci dans un rapport que nous allons communiquer publiquement dans les semaines qui viennent. Et ce rapport de feedback agrégé va servir de point de discussion pour justement définir cette vision avec nos groupes de gouvernance, réunion que nous allons tenir dans le courant du mois de novembre, en fait, donc fin de ce mois-ci déjà. Et l'idée, c'est de publier la vision de l'évaluation pour les 5 et 10 années à venir à la fin de cette année-ci déjà, histoire que les participants et investisseurs membres GRESB, donc vous en ligne, vous pouvez savoir à quoi vous attendre en fait en termes de développement d'évaluation d'année en année, et vous allez pouvoir vous adapter en sachant ce qui vient, ce qui arrive d'année en année. Donc voilà, plus d'informations sur le site internet et je reste disponible pour toute question si besoin évidemment. C'était tout pour les résultats GRESB 2021, quelques nouveautés ainsi que la GRESB Assessment Roadmap. Je vais me connecter en ligne pour pouvoir répondre aux questions dans le chat. Je suis certain qu'il y en a certaines qui valent la peine de passer un petit peu de temps de réflexion. Maintenant, je repasse la parole à Loïs pour les résultats de France. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles, pour cette présentation. Comme Charles vient de le mentionner, si vous avez des questions, il va se connecter pour pouvoir y répondre. Sinon, nous ferons une session générale de Q&A après ma présentation et celle de Delphine Moreau. Voilà. En ce qui concerne donc, les résultats français 2021 du GRESB, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte dans les précédents slides, aujourd'hui, la participation des Français est stable à environ 30 organisations, entités en 2021. Attention, dans ces 30 entités, certaines entités qui pourraient être gérées en France, mais avoir une part d'actifs sous gestion importante au niveau international ne sont pas comptabilisées. Donc, ça peut concerner certaines grandes foncières cotées ou même de plus en plus des fonds immobiliers SCPI ou PCI. Voilà. Pour rappel, en 2020, nous en avions 34. Comme Charles a pu le mentionner, cette stabilité du nombre de répondants français n'est pas représentative de la dynamique européenne et même internationale, puisqu'on voit bien un point d'inflexion dans le niveau de participation en Europe, ce qui en fait traduit le fait qu'un certain nombre de pays soient en train
de se mettre en ordre de bataille sur l'intégration des questions ESG dans leur stratégie. Alors après, si on entre dans les détails, parmi ces 30 entités françaises, vous en avez une petite dizaine qui sont des sociétés d'investissement immobilier cotées et une vingtaine qui sont des fonds immobiliers ou des foncières non cotées. Donc, d'un côté, vous avez des répondants cotés et de l'autre, des répondants non cotés. L'ensemble de ces répondants gère une valeur d'actifs qui se situe à 135 milliards d'euros, avec tout de même une disparité importante. Parce que comme vous le voyez, la vingtaine de répondants non cotés représente 17 milliards d'euros et la dizaine de répondants cotés représente 118 milliards d'euros. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, les résultats qu'on vous présente après sont pondérés par la valeur d'actifs. Je pense que c'est important de le dire. Voilà. J'avance donc sur les éléments suivants, sachant que, voilà, aujourd'hui, comme l'a rappelé Charles, il y a eu en 2020 une évolution dans la manière dont le questionnaire était réalisé, puisqu'en fait, le GRESB et son comité technique, scientifique, comment vous l'appelez exactement, comité technique, a souhaité bien différencier la manière dont on notait les critères, en fonction de s'il s'agissait d'actifs sous gestion, donc ce qu'on appelle performance ou standing investment dans le questionnaire du GRESB, ou d'actifs en développement, donc development, comme vous l'avez ici. Donc en fait, lorsque vous êtes répondant français, soit votre portfolio n'inclut que des actifs sous gestion, ce qui donne lieu à une note en termes de management et de performance et un report, soit votre portefeuille d'actifs inclut des actifs sous gestion et des projets en développement, auquel cas vous avez deux rapports. Si vous n'avez que des projets en développement, vous avez uniquement le rapport développement. C'est important de noter parce que, comme je l'ai dit, comme j'ai présenté à l'instant, ce qu'ils appellent les aspects, c'est-à-dire les thématiques, ESG, ne sont pas les mêmes en fonction de si on parle d'un actif sous gestion ou d'un actif en développement. Ce slide, il me permet d'introduire en fait les résultats qui vont être donc présentés en premier lieu sur les actifs sous gestion et après en second lieu sur les actifs en développement. Donc, pour les actifs sous gestion, le score général des Français en 2020 était de 67 sur 100, comparé à un score européen à 70 et un score mondial à 70. En 2021, le score des répondants français est monté à 91, donc soit plus 12 points par rapport à nos voisins européens, avec l'analyse que Charles a déjà commencé à vous donner, c'est-à-dire que dans un contexte où le marché européen est très dynamique et il y a un grand nombre de nouveaux répondants, il est normal que ceux-là, n'étant pas encore familiers avec le questionnaire, obtiennent des notes qui soient inférieures. Pour autant, la France se situe quand même bien au-delà de ses voisins européens et des répondants mondiaux, et la France elle-même a beaucoup augmenté. Donc, je tenterai de donner quelques éléments d'explication après, et en fait, j'essaierai de faire pareil justement le questionnaire du GRESB pour traduire certaines tendances qu'on peut observer sur le marché français. Dernier point là-dessus aussi notable, c'est que vous aperceviez peut-être tout à l'heure, donc sur les 750, 780 répondants européens, donc la France s'est située en troisième position en note moyenne, sachant que j'ai vu deux pays apparaître. Alors, j'ai pas, c'était la Norvège. Norvège et Luxembourg. Non, c'était les Pays-Bas. Pays-Bas. Donc, mais par contre, on ne les voyait pas en nombre de répondances que ça représentait. Voilà. Bon, bref. Ça veut tout dire, en fait. Parce qu'il y a moins de répondants, donc peut-être que le biais de sélection
un peu plus élevé. Potentiellement. Je pense que potentiellement, il y a des éléments d'explication aussi là-dessus. Voilà. Donc, après, ce qu'on avait fait aussi l'année dernière, parce que comme je vous montrais avant, bon, sur les 30 répondants, vous avez quand même 20 de mon côté, 10 de côté. Si on regarde uniquement les côtés, le score est plus à 87 sur 100. Les éléments d'explication sont toujours les mêmes. Donc, ils étaient à 87 sur 100 en 2020 et 91 sur 100 en 2021. Et là, les éléments d'explication sont toujours les mêmes que l'année dernière et les années précédentes. Poussés par une réglementation un peu plus contraignante en matière de reporting extra-financier, fixation d'objectifs, les acteurs cotés, historiquement, étaient plus matures sur la manière de mettre en place des politiques ESG. Et en fait, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les acteurs non cotés sont en train de rattraper ce retard de façon très rapide en France. Et c'est d'ailleurs les acteurs non cotés, en fait, qui expliquent une telle augmentation du nombre du score global français. Et je pense que la plupart des participants aujourd'hui connaissent ce contexte réglementaire français, entre le dispositif éco-énergie tertiaire qui pousse l'ensemble des acteurs à avoir le reporting le plus exhaustif, chose qui est très bien notée dans le questionnaire du GRESB, et la SFRD, pour ne citer que ces dispositifs, la SFRD qui introduit une obligation de reporting pour les fonds divers, donc les fonds généralement qui répondent au GRESB au niveau européen, eh bien, vous avez une montée en puissance de la maturité des acteurs non cotés très rapide, qu'on a constaté fin 2019, fin 2020, je me perds avec le Covid, fin 2020 et au premier semestre 2021. Je pourrais citer d'autres dispositifs. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu distribuer ces scores globaux sur les différents composants. Donc, vous voyez en haut marqué M&P. M, c'est management. P, c'est performance. Donc, en fait, ce score global, c'est la résultante des notes sur 30 en management et une note sur 70 en performance. Sachant que la note sur 30 en management, on reviendra après, mais est la même que ce soit pour des actifs sous gestion que des actifs en développement. Voilà. Donc, là-dessus, vous voyez en haut à droite les scores, donc toujours 91 sur 100 pour la France, avec une moyenne mondiale de 79 et un peer average que j'imagine être l'Europe, j'imagine, sur ce slide, qui se situe à 79. Voilà. Au niveau du score en management, on est bien à 29 sur 30. Et au niveau du performance score, on est à 62 sur 70. Ce qui n'apparaît pas sur ce slide, c'est l'évolution entre 2020 et 2021. Et là-dessus, en fait, c'est vraiment, excusez-moi, je reprends les notes, hein, mais là-dessus, en fait, l'évolution la plus importante se situe au niveau du performance score. Et notamment en fait sur les notes associées au reporting de données énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, eau et waste. C'est vraiment ces aspects de la notation du GRESB sur lesquels les acteurs français qui répondent au GRESB surperforment et donc ont augmenté de façon considérable ce performance score qui nous place en fait devant les acteurs européens selon ce questionnaire. Je ne sais pas, peut-être en train de passer un peu trop de temps, je vais avancer. Notre manière donc, de présenter le Management and Performance Breakdown, donc c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, 2021, 2020, 2021. En 2020, on était à 26 sur 30 sur les aspects de management et en 2021, nous sommes à 29 sur 30. En Europe et au niveau international, l'évolution est un peu similaire, bien qu'en France, on surperforme. Alors, juste pour que ce soit parlant, le management, ça regroupe 5 principaux aspects. Ce qu'on appelle le leadership, le reporting, le risk management et le stakeholder engagement, notamment. La performance, ça regroupe tous les aspects liés au fait de faire du reporting sur les données et de transmettre ces données à l'asset level sur la plateforme des GRESB, mais aussi le fait
de les faire vérifier par un organisme tiers indépendant, le fait d'engager ces parties prenantes, que ce soit les locataires ou ce qu'on appelle community, c'est-à-dire l'environnement du bâtiment, local et fournisseur. Voilà. Peut-être un petit lien avec la présentation Europe. On a abordé deux choses. On a abordé une augmentation générale des couvertures de données, des points de couverture de données pour eau, énergie, eau et déchets. Et bien revue de tierces parties des données ESG. Et comme tu l'as indiqué, Loïs, ces deux éléments font partie du volet performance. Et ce sont des indicateurs qui sont assez forts cotés dans notre évaluation, hein, surtout le data coverage, donc la couverture de données en termes de pourcentage est coté et représente un grand nombre de points, ce qui est certainement reflété par cette augmentation de 12 points depuis entre 2021 et 2020. Oui, et exactement, c'est même pour être précis sur la note 200, le fait de faire un reporting sur énergie, gaz à effet de serre, eau, déchets représente 32 points. Et après, le fait de faire vérifier ces données se situe autour de 10 ou 11 points. Donc, vous voyez, vous avez presque 42 ou 43% de la note sur cette partie qui consiste à avoir une maîtrise de ces données, être capable de fixer des objectifs dessus et les piloter. Voilà pour ces éléments. Moi, je voulais ajouter juste un point aussi qui ressort peut-être un peu moins ici, mais vu que ces résultats sont présentés en gross asset value weighted, c'est-à-dire en pondération de la valeur d'actifs gérés, eh bien, au même titre que ce qu'on voyait sur le résultat des scores pour les sociétés cotées, généralement, plus un acteur est important et gère un grand nombre d'actifs, plus son score est élevé parce que derrière, il a mis historiquement des moyens pour surperformer les questions ESG. Donc, c'est quelque chose qui se traduit aussi dans le software. Maintenant, on peut aussi rapidement faire un breakdown sur l'ESG parce que parmi, comme je vous le disais, les 16 aspects thématiques qui sont notés, dont 5 rentrent dans le management et environ 9 rentrent dans le performance, et bien chaque sous-question de ces aspects thématiques est après renvoyée sur une thématique E, S ou G, environnement, social ou gouvernance. Donc là, vous avez présenté donc, la distribution des scores si on redistribue les points selon cette logique-là. Donc, avec un score environnement de 87 sur 100, un score social de 94 sur 100 et un score en gouvernance de 95 sur 100. Voilà plus ou moins ce que je voulais vous montrer là-dessus. Les chiffres entre parenthèses correspondent en fait à l'évolution entre 2020 et 2021. Et comme on le disait tout à l'heure, l'année où le questionnaire a vraiment évolué, c'était en 2020. Donc entre 2020 et 2021, on est vraiment isopérimètre sur la manière dont les questions sont posées et sur la manière dont les réponses sont fournies. Donc voilà, ça c'était 2020. Vous aurez ces données si cela vous intéresse. Dernier point, donc, qui lui pourrait nécessiter qu'on y passe 20 minutes, une demi-heure. En fait, c'est la distribution des notes en base 100 sur l'ensemble des aspects pour les actifs sous gestion. Donc, si vous voyez ma souris, vous avez en haut à droite Leadership Policies, Reporting, Risk Management et Stakeholder Engagement, qui sont les aspects thématiques qui permettent de noter ce qu'on appelle le management, qui sont communs aussi aux actifs en développement. Et après, tous les autres aspects sont les aspects qui rentrent dans la note de performance. Et comme je vous le disais, le waste, water, GHG, energy et data monitoring and review représentent environ 42% des points. Ce sont des aspects thématiques sur lesquels les Français surperforment de façon très nette par rapport au marché européen, étant donné que la zone grisée ici, la zone de benchmark, correspond au marché européen. Un autre aspect où historiquement nous sommes aussi bien mieux notés que les voisins européens, c'est sur les certifications environnementales. C'est ce qui traduit en fait le fait qu'une grande part des actifs sous gestion
qui soit reporté dans la base de données, fasse l'objet de certification, en général, surtout des certifications en exploitation. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On va revenir sur des aspects plus détaillés posteriori. Je passe rapidement maintenant sur le développement, le GWEST Score 2021. Donc là aussi, on est à plus 15 points par rapport à 2020. Où il y a un souci. Non, c'est bon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait un souci. Donc, avec une note à 29 sur 30 en management, c'est normal, ce sont les mêmes questions, ce sont les mêmes répondants. Et une augmentation de la note de plus 11 points sur la partie D, développement, 64 sur 70, qui est ici. Ces augmentations suivent les mêmes dynamiques et s'expliquent par les mêmes dynamiques que sur les actifs sous gestion. C'est-à-dire que en termes de building certification, sur les aspects thématiques notés par le GRESB, en général, les acteurs français sont plus présents. Sur le fait d'intégrer les parties prenantes lors des projets de développement de la même manière, on a 87,6 sur 100, c'est meilleur que sur les autres, notre benchmark. En termes de waste management, pour connaître précisément les questions, nous sommes à 100 sur 100. Et comme vous le savez, certains décrets d'application vont entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, a priori, si on respecte la réglementation française, on devrait même être à 105 ou 110 sur 100 à partir de 2022, sauf si le questionnaire du GRESB change, je ne sais pas. Voilà. Et en termes d'énergie consumption, là, cet aspect-là, ici, il ne traduit pas le fait de reporter de la donnée, parce qu'on parle d'actifs en développement, mais il traduit plutôt le fait de se fixer des objectifs de performance énergétique en design et en réalisation lorsqu'on fait une rénovation ou qu'on bâtit un bâtiment. Donc là, on se situe, vous voyez, c'est un petit peu la base, on se situe vraiment au même niveau que nos voisins européens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour commencer un peu à introduire la partie de Delphine sur les trajectoires de décarbonation, lorsqu'on parle de trajectoire de décarbonation, comme vous le verrez, on parle surtout de trajectoire de réduction des consommations énergétiques. Parce que encore aujourd'hui, même au niveau international, on parle surtout des émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques. Mais comme vous le savez, parce qu'on nous avons tous été sensibilisés là-dessus, notamment avec la sortie prochaine de la réglementation environnementale 2020. Les bâtiments, lors de leur construction ou lors de leur rénovation, représentent une masse d'émissions de gaz à effet de serre très importante. Et lorsqu'on regarde sur 50 ans, les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction d'un bâtiment sont du même ordre de grandeur que les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques, ce qui est d'autant plus vrai en France, vu notre mix énergétique. Et donc, par rapport à ça, pour les personnes que ça intéresse, il faut savoir que ici, sur les aspects climat, la partie carbone liée à la construction, de matériaux de construction, en fait, est introduite dans l'aspect thématique qui s'appelle Materials. C'est le fait de faire une analyse de cycle de vie et de connaître en fait les caractéristiques en termes de santé et les caractéristiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ces matériaux. Voilà pour cette petite aparté. Je vais donc laisser... Juste un commentaire là-dessus. Pour les plus curieux d'entre vous, puisqu'on est justement en train de disséquer ce feedback qu'on a reçu au travers de notre enquête depuis nos membres, il est clair que le concept de embodied carbon, qui est ce dont tu faisais référence, est clairement... voilà, le carbone opérationnel est très important, il faut le laisser, mais il est clair que le feedback reçu depuis nos membres montre que le concept de embodied carbon doit être adressé dans le futur de l'évaluation, donc on peut s'attendre à un développement substantiel sur justement cette partie dans les années à venir. Donc, pour conclure, avant de laisser la parole à Delphine, sur les répondants français, ce qui permet vraiment aujourd'hui de situer vraiment au-dessus de la mêlée par rapport aux autres acteurs nationaux, c'est la capacité des acteurs français à avoir une très bonne connaissance des données environnementales de leurs actifs immobiliers
et du coup, et aussi également, c'est cette appétence pour les certifications, construction, rénovation, en exploitation. Voilà ce dont vous pouvez parler. Et avant de donner la parole à Delphine, un dernier point, je donne des brides un petit peu. C'est la raison aussi pour laquelle on a souhaité s'intéresser aux trajectoires de décarbonation. Mais pour la première fois dans notre questionnaire national, le baromètre de l'immobilier responsable qu'on présentera dans un mois, pour la première fois, en fait, l'enjeu climat arrive devant l'enjeu énergie. Cela aura mis en fait 11 ou 12 ans pour se mettre en marche. Donc, Delphine, je te laisse la parole. Merci. Voilà, du coup, comme a introduit déjà Loïs, on a souhaité mettre en relief un petit peu les résultats aussi et la performance des répondants et des participants du GRESB avec les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment l'enjeu du changement climatique, pour regarder un petit peu comment se caractérise la trajectoire de décarbonation des participants du GRESB sur la base des objectifs qu'ils se sont fixés. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez voir maintenant sur ce graphique où on a sur la base des objectifs, donc sur une base 100, la trajectoire des différents périmètres, donc en jaune pour le global, en bleu pour l'Europe et en orange pour les participants français. Donc comment se trace finalement la trajectoire de décarbonation à horizon 2050. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'à horizon 2050, les sociétés françaises, mais aussi européennes et globales, se fixent d'une manière un peu générale, on va dire, un objectif de neutralité carbone pour celles qui se sont fixées des objectifs à cet horizon. Donc déjà, c'est une tendance sectorielle globale, on va dire, à ce niveau-là. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de regarder à horizon 2030, on voit un pic, notamment pour les participants français, avec un objectif de réduction à horizon 2030 de moins 59% d'émissions en termes d'intensité carbone. Et à partir de ce point, une tendance qui s'accélère pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, une fois qu'on a posé ces observations, ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était de rapporter finalement cette trajectoire qui est donc basée sur des ambitions que se fixent les répondants par rapport aux ambitions et aux objectifs que se sont fixés, qui sont fixés dans la stratégie nationale bas carbone de la France, donc la SNBC. Pour resituer un tout petit peu, la stratégie nationale bas carbone, c'est la feuille de route française en termes de budget carbone pour atteindre la neutralité à horizon 2050. Et donc, ça se décline en budget carbone sectoriel, dont notamment le bâtiment qui est intégré dans ce budget carbone, qui a été établi pour la première fois en 2015. Donc, le premier budget carbone qui a été fixé de 2015 à 2018, malgré une baisse des émissions dans le secteur du bâtiment, on a quand même observé un dépassement de budget notamment sur le secteur bâtiment, mais pas que, mais notamment sur ce secteur. Et du coup, on a eu une réévaluation, un rehaussement des budgets carbone pour les prochaines périodes, donc à horizon 2023, 2028 et 2033, pour atteindre finalement la neutralité à horizon 2050. Donc ici, la neutralité pour le secteur bâtiment, ça correspond à 5 millions de tonnes en CO2 équivalent. Donc, une fois qu'on a introduit cette stratégie nationale bas carbone, ce que nous permet en fait ce graphique qu'on a pu extraire sur la base des réponses du GRESB, c'est de comparer finalement comment se caractérisent ces deux trajectoires. Donc, pour le secteur du bâtiment, dans la SNBC, à horizon 2033, donc c'est le 4e budget carbone, les objectifs fixés sont une atteinte de moins 56% par rapport à 2015. Donc, sur l'extrapolation qu'on a faite sur les résultats du GRESB 2021, entre 2020 et 2033, donc on n'est pas sur la même année de référence, mais à horizon 2033, l'objectif de réduction sectorielle serait de moins 79% des émissions de gaz à effet de serre.
Et l'objectif de moins 56% devrait être atteint dès 2030 pour les répondants du GRESB. Donc, on observe une avance de 3 ans des répondants du GRESB par rapport à ce budget carbone de la SNBC. Maintenant, si on regarde l'horizon final, on va dire, horizon 2050 de la SNBC, on a l'objectif d'atteindre de moins 95% dans ce dernier budget, ce qui correspond pour le GRESB, ce qui se traduit pour les répondants du GRESB, la neutralité devrait être atteinte déjà dès 2047. Et donc, l'objectif de moins 95% devrait être atteint dès 2042. Donc, on note encore une avance à ce niveau-là par rapport au budget de la stratégie nationale bas carbone. Donc, une fois qu'on a fait ces comparaisons qui peuvent mettre en relief ces trajectoires, ce qu'il est important de rappeler aussi, c'est que cette observation n'est pas forcément sectorielle, elle caractérise uniquement les 30 répondants du GRESB 2021, donc c'est à manier à interpréter avec cette information. Mais c'est déjà intéressant de pouvoir un petit peu comparer ces premières indications qui donnent une lecture sur ces scénarios, sur cette trajectoire prospective. Question, Delphine, quand vous dites neutralité, vous faites référence à la diminution de moins 95%, pas à moins 100% d'ici. Oui, c'est ça. Okay. Donc, comme la SNBC vise la neutralité à horizon 2050 pour la France, ça se traduit en objectif de réduction par secteur qui peuvent se caractériser différemment. Okay. Donc, pour le bâtiment, ça correspond à une réduction de 95%. Okay. Merci. Et donc, pour aller aussi Donc, c'était intéressant de regarder ces trajectoires à horizon 2050, mais on a voulu aussi regarder comment se caractérisait la performance réelle mesurée aujourd'hui en termes d'intensité carbone des répondants du GRESB et essayer de comparer un petit peu avec les autres outils existants. Donc, on l'a fait pour le secteur du bureau, office et residential, donc le résidentiel. Donc là, ça rejoint ce que Charles présentait déjà tout à l'heure. On voit une légère contraction de l'intensité carbone des répondants du GRESB entre 2019 et 2020. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'était du coup comparer cette performance à d'autres outils existants. Donc d'abord au baromètre de la performance énergétique de l'OID. Donc c'est le BPE. C'est une étude annuelle qui est réalisée par l'OID qui couvre un parc de plus de 50 millions de mètres carrés et qui remonte les données de consommation énergétique et intensité carbone des bâtiments. Donc pour ça, je pense que c'est le plus important de se focaliser sur 2019, comme en 2020, on a observé certaines variations dues à la réduction de l'activité économique avec la crise sanitaire. Et donc on observe un écart de 10% pour le secteur du bureau et de 45% pour le secteur du résidentiel entre la performance qui est reflétée dans le baromètre de la performance énergétique, donc on peut dire du marché français, par rapport à la performance des répondants du GRESB. Et maintenant, c'est également intéressant de comparer ces indicateurs-là, ces seuils d'intensité carbone, à ceux qui sont affichés dans le CREM, donc le Carbon Risk Real Estate Monitor, qui est un outil qui trace des trajectoires de décarbonation pour le bâtiment selon les NDC, donc les Nationally Determined Contributions, qui sont les feuilles de route qu'ont fixé les États en vue d'atteindre les accords de Paris. Et donc, sur lesquels les États doivent rendre des comptes, on va dire, à l'ONU pour atteindre à horizon 2050 les accords de Paris. Et donc là, ce qu'on observe, c'est également un écart de performance de 30% pour le bureau et de 20% pour le résidentiel, donc légèrement inférieur. Et donc, ce que ça traduit, donc je me focalise toujours sur les données 2019 parce que comme les données du CREM sont des données calculées, elles ne reflètent pas forcément l'effet Covid, donc il vaut mieux se focaliser sur 2019 pour cette comparaison. Mais donc c'est intéressant aussi de mettre en comparaison les perspectives, les performances, on va dire, entre ces différents outils calculés, mesurés et selon les objectifs qui renvoient derrière ces indicateurs. Donc une fois qu'on vous a présenté ces données, ça nous semblait aussi important pour ceux qui le souhaiteraient et qui souhaiteraient engager une démarche,
et qui manquerait peut-être d'outils et de pistes pour se lancer. Sur le centre de ressources de l'OID, Taloen, vous avez un ensemble de ressources à votre disposition. Vous pouvez retrouver aussi donc les données qu'on a présentées là du baromètre de la performance énergétique. Donc là, c'est le baromètre 2020, c'est une étude annuelle qui est réalisée par l'OID depuis 10 ans, donc avec des indications intéressantes sur des chiffres pour vous positionner par rapport au secteur. Et également tout un ensemble de décryptage. Ici, on avait réalisé une série de décryptages sur les outils de trajectoire de degrés, donc on va en parler lors de la table ronde, mais ça peut vous être utile, et également des infographies réglementaires. Donc là, c'était une infographie réglementaire qu'on a réalisée sur la réglementation carbone en cette année 2021, avec des indications également sur les prochaines échéances à venir. Donc, c'est des outils qui sont actualisés régulièrement et qui peuvent être un support, je pense, dans le déploiement d'une stratégie. Merci beaucoup, Delphine. On est juste dans les temps, mais on peut peut-être prendre quelques questions. Avant de les prendre, pour compléter le propos de Delphine sur les outils qui sont mis à disposition, sachez que sous l'impulsion d'un certain nombre de membres de l'OID qui ont des activités internationales et notamment européennes, nous avons, grâce à eux, grâce à leur mécénat, lancé un programme qui vise notamment à pouvoir produire des indicateurs de benchmark dans les différents pays européens, à minima les marchés principaux, et aussi à aller analyser la manière dont les différents États mettent en place des équivalents de la SNBC pour le secteur immobilier. Comment se traduisent les objectifs nationaux des NDC pour le secteur immobilier spécifiquement. Donc, tous ces travaux sont en cours, vous en entendrez parler très vite. Ceci étant dit, avant de passer à la table ronde, peut-être que nous pouvons répondre à des questions. Je ne sais pas si j'ai vu Charles que tu étais actif sur ton moniteur. Est-ce que tu as pu traiter toutes ces questions? Écoutez, il y a eu deux questions qui relevaient vraiment, qui étaient plus spécifiques sur ma présentation. Mais il y en a une que Clément Le Gouvello vient de poser, que je pense vaudrait la peine de partir avec tout le monde. Je vais la lire, j'ai déjà répondu, mais je vais la lire à haute voix. Faisait référence à ce que vous aviez dit, Delphine, ce qui veut dire que les répondants en Grèce ne suivent pas nécessairement les objectifs du CRAM, puisque vous parliez justement de différence entre ce que le CRAM se fixe comme objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en comparaison justement avec les objectifs fixés par nos répondants. Et effectivement, je répondais que eh bien, un grand nombre de participants en Grèce ne se fixent pas nécessairement d'objectifs qui sont science-based, mais encore qui sont un petit fait nécessairement. D'ailleurs, c'est un point de données que l'on collecte via notre évaluation. Donc, nous avons ces points de données. Bon, ils ne sont pas repris dans cette présentation, mais on voit que seulement une minorité de nos participants se fixent des objectifs qui sont science-based, alors que le CRAM est considéré comme un science-based modèle. Et donc, évidemment, parfois, on voit les différences entre les deux. Moi, j'ajouterais à ça que si on voit une différence, les ordres de grandeur sont quand même toujours les mêmes. Et vu qu'on parle d'objectifs et de projections, je pense qu'il ne faut pas forcément s'attarder trop sur ces petites différences. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, le CREM est basé sur les NDCs, ce qui n'empêche pas les pays après de pouvoir avoir des politiques, des plans bien plus spécifiques, secteur économique par secteur économique. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un arbitrage lorsqu'on réfléchit à sa trajectoire de décarbonation entre ce que veut faire le pays au niveau national et ce qu'on fait au niveau européen. Le CREM étant un outil international, vous étiez obligé de vous baser sur des données internationales. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois QNR, je vois qu'il y a deux. Il y a une question spécifique à votre présentation, Delphine. Bonjour, sur votre graphique, vous indiquez qu'il s'agit d'objectifs de réduction GHG. Est-ce que la SNCB s'adosse au protocole GHG? Elle a été posée il y a quelques minutes maintenant, je ne sais pas exactement quelle slide correspond. La stratégie nationale bas carbone, elle repose sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et le scope 2 pour les différents secteurs économiques. Donc, implicitement, elle s'appuie sur la manière dont on distribue les émissions de gaz à effet de serre
dans le protocole GHG, dans le GHG protocole d'ailleurs, l'intitule. Oui, pour le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire les consommations énergétiques. On attend déjà une baisse de valeur des actifs qui sont pas. Ça, c'est la grande question. Écoutez, on est en train de bosser dessus au niveau français pour produire une étude sur la valeur verte. Ça nécessite de compiler beaucoup de données. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas établir une formule magique qui déterminerait un lien direct entre la performance énergétique et la valeur d'un actif. Si vous voulez avoir des premiers éléments de réponse, moi, je vous invite à aller voir l'article sur la valeur verte qui est sur le site de l'OID. Il explique bien, en quelque sorte, l'état de l'art en la matière et qu'est-ce qui, dans une politique ESG, est susceptible d'impacter les différents paramètres de valeur d'un actif, que ce soit sa liquidité, par exemple, ou aussi sa capacité à être loué plus rapidement ou pas. Moi, je vais d'ajouter, donc tu viens d'aborder la deuxième question, c'est ça? Oui, Emmanuel Leblanc. Juste peut-être un petit peu de... J'ai eu pas mal de conversations intéressantes avec des grosses investisseurs institutionnels, notamment aux Pays-Bas, qui commencent vraiment à regarder ce qui se passe au niveau de l'actif, non pas seulement les métriques agrégées, mais ils requièrent vraiment le détail actif par actif de leurs investissements et commencent à vérifier si chaque actif commence à sont en deçà de ces trajectoires de décarbonation afin d'engager avec leur manager pour savoir quel est le plan en place pour pouvoir remédier dans le cas où ces actifs ne sont pas en deçà de ces valeurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait déjà un lien direct entre ces engagements investisseurs, managers en termes de valeur d'actifs, mais on peut s'attendre à un lien très important indirect, puisque si cet engagement mène à la réalisation qu'il n'y a pas de plan en place, eh bien, potentiellement le désinvestissement, en tout cas au niveau de l'actif, mais au niveau du fonds encore, mais au niveau de l'actif, pourrait être une des conséquences potentielles. Et juste pour compléter sur ce point-là, puisque vous avez ouvert la porte, moi je voudrais quand même mettre le pointeur sur la taxonomie qui, selon nous, va être un véritable accélérateur de valeur extra-financière pour les actifs, puisqu'elle va de façon homogène et uniforme dans tous les pays européens, conduire à la définition de ce qu'on peut considérer comme une activité verte ou pas. Et donc, dans l'immobilier, un actif immobilier vert ou pas. Pour les personnes que cette notion de valeur intéresse, je les encourage vraiment à suivre les prochains développements de la taxonomie. La différence importante était par la baisse de la fréquentation de leurs actifs. Effectivement. Voilà, je pense qu'on va pouvoir en rester là sur les questions, ce qui ne nous empêche pas de... Ah non, il y en a une dernière peut-être sur la NDC, je pense que c'est plutôt pour toi, Charles. Qu'est-ce qu'on entend par NDC? Je crois que c'est une abréviation que je... En France, c'est les feuilles de route que se fixent, oui, c'est les feuilles de route que se fixent, exactement. Les SDG, les Sustainable Development Goals. Non, c'est les feuilles de route que se fixent les États à l'ONU dans le cadre des différents COP. Sur lesquels reposent les objectifs du CRAM. Le CRAM est mis à jour chaque année. D'ailleurs, actuellement, l'équipe CRAM est en train de... qui n'est pas l'équipe GRESB, d'ailleurs, j'aimerais quand même clarifier, même si les deux organisations sont très très proches l'un de l'autre. On est en train même de développer des guidances ensemble, des guidances techniques ensemble. L'outil CRAM est en train d'être mis à jour par rapport au budget carbone 2021. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que cet outil soit mis à jour en fonction des valeurs actuelles. Bon, merci beaucoup, Charles. Moi, j'avais une dernière petite question, après on arrive sur la table ronde. Tout à l'heure, tu nous as montré les niveaux de couverture de données. Oui. Mais on ne voyait pas les pourcentages, les chiffres n'étaient pas indiqués. Ça nous donnait un ordre de grandeur, mais on ne voyait pas les pourcentages. Et du coup, ma question, si tu connais la réponse, c'est quel est le niveau de couverture moyen sur son portefeuille des répondants au gaz? Alors, je n'ai pas ce chiffre en tête. Maintenant, je me souviens de ces chiffres. On avait fait une analyse spécifique là-dessus il y a 2 ans. Et je me souviens qu'en 2019, on parlait d'environ 67%, je pense. 67%. Donc, tout secteur confondu,
au niveau mondial. Maintenant, on a vu pour tous les indicateurs de performance, donc non, c'était que pour l'énergie, excusez-moi, c'était que pour l'énergie. Donc, je ne sais plus quel est le taux de croissance entre 2019 et 2020, mais on l'a vu entre 2020 et 2021, on avait ce chiffre qui était de 3%. Oui, de 3. Voilà, juste avant. Ok. 4,3%. Donc, on était à 67%, il me semble, en 2019. On a un taux de croissance de 4,3% entre 2020 et 2021. Donc, voilà, il nous manque une allée ici, mais je dirais au-delà de 70%. Donc, on peut se dire que les acteurs immobiliers qui répondent au GRESB ont un taux de couverture de leur portefeuille en général qui se situe à 70% de la valeur des actifs sous gestion. Voilà, exactement. Okay. Ça marche. Merci pour ces compléments. Plaisir. Alors, on va donc passer désormais à notre table ronde qui traitera du coup de la question centrale de ce qu'on appelle trajectoire de décarbonation. Alors, je ne suis pas sûr que le mot décarbonation ait été validé par l'Académie française encore, mais bon, je pense que ça parle à tout le monde. On peut aussi parler de trajectoire de degrés dans le sens où, en fait, se fixer une trajectoire de décarbonation, c'est se fixer des objectifs pour, à son niveau, contribuer à la limitation d'augmentation de température à 2 degrés. Voilà. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une question qui est devenue centrale dans les politiques RSE des acteurs immobiliers et dans les gérants de fonds immobiliers. Comme vous le savez, nous publions chaque année un baromètre de l'immobilier responsable qui a vocation à couvrir la majeure partie des acteurs professionnels de l'immobilier. Et comme je le disais, voilà, pour la première fois, l'enjeu climat, l'enjeu environnemental climat passe devant l'enjeu environnemental énergie. Donc, pour parler de trajectoire de degrés, quoi de mieux que de réunir des professionnels qui, chacun avec leur prisme, leur positionnement, vont pouvoir nous expliquer en quelque sorte comment est-ce qu'ils se prennent, quels sont les retours d'expérience et quels sont les enjeux qu'ils rencontrent dans leur métier au quotidien. Donc, je voudrais accueillir par ordre alphabétique Stéphanie Chevalier, qui est chef de projet vie durable à la direction RSE chez Nexity. Marine Guillot, directrice achat France Belux, responsable RSE France chez Johnson & Lassalle. Et Audrey Serviadio, responsable RSE chez Mercialis. Je ne sais pas si vous pouvez, du coup, comment est-ce que je fais pour voir je voudrais voir les différents visages. D'accord, ok, je les vois. On peut couper peut-être couper le portail. Voilà. Donc, déjà, on vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Le partage de bonnes pratiques, d'expérience, c'est clé pour justement que chacun, le plus rapidement possible, puisse mettre en ordre de bataille par rapport à ces enjeux environnementaux. Sachant qu'aujourd'hui, on focalise notre présentation sur la décarbonation. Et il y a un autre enjeu environnemental qui est en train de prendre beaucoup de souffle, qui est très important. Je me sens obligé quand même d'en parler, c'est la biodiversité. C'est vraiment les deux enjeux majeurs de ce début de siècle et sans doute de ce siècle complet. Cette parenthèse étant faite, je reviens sur les sujets de changement climatique. Ouais, ok. Tu peux revenir avant, je pense. Non. Ok. Donc, nous allons donc commencer avec Audrey. Audrey, je t'ai présenté dans tes attributions de chez Mercialis en tant que responsable RSE. Si tu veux compléter ta présentation, libre à toi. En tout cas, lorsqu'on a préparé en fait cette table ronde, on a essayé un petit peu de décortiquer ensemble quelles étaient les différentes étapes pour mettre en place une stratégie de décarbonation. Est-ce que tu pourrais nous apporter ton témoignage là-dessus, s'il te plaît? Merci. Oui, bonjour à tous. Bonjour Loïs, vous m'entendez du coup? Très bien. Parfait. Donc effectivement, pour mettre en place une trajectoire carbone, une trajectoire de décarbonation, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et donc la première étape pour chaque acteur, c'est de quantifier l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ça comprend le scope 1 et 2, mais surtout le scope 3, puisque comme vous le savez, un certain nombre d'émissions se trouvent sur ce scope élargi. Pour certaines sociétés. Par exemple, si on prend le cas d'une société foncière comme Mercialis, 90% des émissions de Mercialis se situent sur le scope 3. Donc, il y a un vrai enjeu à s'engager également, à quantifier ce scope et à s'engager sur ce scope-là.
Sur cette partie-là, effectivement, les acteurs ont des outils à leur disposition, notamment le GHG protocole, qui permet de ne pas oublier aucun poste. Et donc, parce qu'effectivement, quand on est sur le scope élargi, ce n'est pas forcément évident d'avoir en tête l'ensemble de la chaîne de valeur et les émissions qui se trouvent associées. Une fois qu'on a travaillé la quantification, ça permet effectivement aussi d'avoir les différentes proportions des scopes et de se dire sur lesquels on va s'engager, lesquels on considère plus matériels, puisque notamment si on parle du scope 3, on voit que certains postes qu'on quantifie sont quand même assez peu significatifs en termes d'impact carbone et que donc il est plus pertinent de concentrer son action sur ceux qui ont un impact majeur. Cette quantification étant terminée, on peut s'engager dans la définition de la trajectoire. Nous, chez Mercialis, on a choisi la SBTI. Et donc, la SBTI met à disposition des acteurs de l'immobilier un outil qui est assez pratique, qui s'appelle le SDA, qui effectivement permet d'allouer un budget carbone au secteur de l'immobilier et de comparer en fait notre trajectoire avec les ambitions qu'on s'affiche avec une trajectoire sectorielle pour savoir si l'ambition qu'on se fixe est suffisante pour contribuer à l'effort global de réduction, de limitation de la hausse de la température mondiale à 2 degrés. Donc, pour ce faire, en fait, il faut d'abord définir sa trajectoire si on n'avait pas d'action, donc projeter son activité à horizon 2030 avec des données des données d'activité, notamment pour des foncières, l'évolution des surfaces, l'évolution du patrimoine, l'évolution géographique, et puis faire un second scénario qui est un scénario avec action. Donc, ça suppose d'avoir identifié ces actions de réduction sur ces différents postes d'émissions, et ensuite, effectivement, l'outil est assez pratique. Une fois qu'on a scénarisé ces actions, de tout de suite voir visuellement si la trajectoire est suffisante ou si elle n'est pas suffisamment ambitieuse. Vas-y. Une petite question de ma part, Audrey. Merci pour cette intervention. Est-ce que j'ai une question sur est-ce que le SBTI, est-ce qu'il requiert de se fixer des objectifs au niveau de l'actif ou simplement au niveau du portefeuille? Vous avez parlé d'actions au niveau portefeuille. Est-ce que ça se traduit par objectif de réduction au niveau actif ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Nous, les objectifs qu'on a pris sont au niveau portefeuille. Après, ça nécessite de projeter l'évolution de son portefeuille. Donc, si on a des objectifs différents suivant les typologies d'actifs, oui, par exemple, c'est nécessaire, mais ça ne nécessite pas d'aller au niveau actif par actif. Par contre, il faut avoir l'agrégat, la donnée consolidée sur les consommations d'énergie et les projections qu'on en fait, effectivement. Merci. En complément, Audrey, également, une question, c'est le SBT, c'est un référentiel que l'on peut suivre et si on souhaite, on peut aller même jusqu'à aller chercher une certification SBT. La question est double. La première, c'est est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rappeler un petit peu le contexte, ce que c'est que le SBT, sa création, quand est-ce qu'il a vu le jour? Et en second lieu, pourquoi aller jusqu'à une certification? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ouais, le SBT, c'est une association du CDP, du WWF et du Global Compact qui a été créée en 2015. Donc, le CDP, c'est quand même, entre guillemets, l'organisation qui fait foi en matière de quantification des émissions de gaz à effet de serre et de sérieux d'évaluation de la démarche des entreprises, donc Carbon Disclosure Project. Donc, en fait, ils ont mis en place cette initiative parce qu'ils souhaitaient que les entreprises s'engagent en matière de trajectoire carbone, mais ils souhaitaient surtout la rassurer, et assurer surtout aux parties prenantes externes que les trajectoires carbone qui étaient publiées étaient compatibles avec l'objectif de degré ou 1,5 degré maintenant. Et donc, en fait, c'est une caution scientifique, entre guillemets, qui atteste que telle ou telle société prend un engagement et que sa contribution contribue à l'effort global de lutte contre le réchauffement climatique. Donc effectivement, déjà de base, la SBTI, donc l'initiative SBT, met à disposition des acteurs des outils qui sont assez pratiques. Il y a même des outils qui sont développés pour les plus petites structures
pour s'emparer du sujet et se l'approprier. Et donc, il y a quand même un effort de pédagogie et comment dire, de diffusion de la thématique carbone. Et au-delà de ça, elle propose également pour les acteurs qui le souhaitent cette certification qui est en quelque sorte un tampon qui dit que votre trajectoire est bien compatible avec l'objectif mondial. Et qui, à l'heure actuelle, effectivement, il y a plus de 1000 sociétés qui ont leur objectif certifié SBTI. On peut aussi s'engager, être signataire du pledge de la SBTI en disant je m'engage. Et quand on signe, on a 2 ans pour soumettre une trajectoire carbone pour la faire certifier. Très bien. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Marine, tout à l'heure, tu as été implicite en expliquant qu'il y avait certains postes d'émission du scope 3 qui pouvaient être marginaux, sur lesquels on ne pouvait pas avoir d'impact. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple typique de ce genre de postes d'émissions de gaz à effet de serre qui vont prendre beaucoup de temps à être calculés, sur lesquels finalement on va pouvoir avoir peu d'impact, soit par manque de maîtrise opérationnelle, soit du fait que leur poids en termes d'émissions soit très faible? Est-ce que tu peux nous casser des idées reçues peut-être? C'est plutôt tout ce qui est lié aux consommations des sièges, par exemple, des bureaux. Après, ça dépend évidemment des structures, mais ce genre de poste, par exemple, surtout si les bureaux sont loués, ne sont pas forcément significatifs. Après, il y en a des multiples et variés, parce qu'il y a 14 postes d'émission dans le GHG protocole. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez Mercialis, il y a 14 postes. On est engagé sur 3 postes qui représentent effectivement la plus grande partie de nos émissions. Après, il y a un choix entre le significatif et effectivement la maîtrise opérationnelle. C'est ce que tu dis. Par exemple, sur les 3 postes sur lesquels on est engagé, il y en a un qui est le plus significatif, qui est les consommations d'énergie de nos preneurs. Et puis, il y en a 2 qui sont moins significatifs, moins matériels en termes d'émissions, mais qui, pour nous, ont un réel sujet d'entraînement de nos parties prenantes, de nos collaborateurs, qui sont les déplacements collaborateurs, et ce lié à la gestion des déchets, parce qu'on pense que ça mobilise la filière. Donc, il y a un arbitrage toujours entre le significatif et l'impact que je vais avoir derrière. Et donc, je pense que c'est un choix conjugué sur les postes que l'on propose à la SBTI, sachant pour information que pour les sociétés qui ont, je crois, plus de 2/3 de leurs émissions sur le scope 3, l'engagement sur le scope 3 est obligatoire, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés qui ont plutôt leurs émissions concentrées sur le scope 1 et 2. Donc, en retenant seulement ces 3 postes sur les 14 postes d'émissions de gaz à effet de serre, selon le non, pas 14 protocole. Postes. Pas 14, parce qu'il y a le scope 1 et 2 dans les 14 postes. Donc, on en a 5 sur 14, grosso modo. On est 5 sur 14. Vous couvrez quand même plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre, de ce que j'ai compris. C'est bien ça? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que 90% de nos émissions se situent sur le scope 3. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Ok. Très bien. Merci Audrey. On revient un peu plus tard avec toi. Donc, maintenant, on aimerait donner la parole à Marine de Johnson LaSalle. On a parlé il y a quelques minutes de la certification Science-Based Target qui permet d'accompagner les sociétés immobilières à structurer leur trajectoire de décarbonation. Est-ce que vous pourriez nous mettre en visibilité les autres outils à disposition pour les acteurs de l'immobilier, s'il vous plaît? S'il te plaît. Oui, absolument. Bonjour à tous. Pour vous répondre, je vais notamment m'appuyer sur une étude que JLL a publiée en juillet de cette année, intitulée « Vers un immobilier bas carbone ». Cette étude se base sur les résultats d'une enquête indépendante réalisée par JLL auprès de 647 acteurs immobiliers dans le monde, donc aussi bien investisseurs qu'entreprises. Et justement, ça faisait partie des questions qu'on avait posées et qu'on avait étudiées dans cette étude. Et on a pu noter que 30 à 40% des entreprises interrogées se sont engagées sur un programme comme SBT ou Zéro Carbone ou Race to Zero ou tout autre programme en lien avec les accords de Paris. Et d'ailleurs, on a pu noter que ces entreprises prévoient d'intensifier cette adhésion à ces programmes et on passerait d'ici quelques mois à près de 60 à 70% des entreprises. Donc là, on est sur une assiette de 650 répondants qui seraient engagés dans ce type de programme. D'ailleurs, les Science-Based Targets arrivent en premier dans les outils cités par les sociétés qui ont répondu à notre enquête. En deuxième position, côté occupant surtout, c'est le Climate Group EP100
qui a été cité, c'est un groupe qui favorise la trajectoire de décarbonation des entreprises basée sur les énergies pardon, et les consommations d'énergie. Donc, pour pouvoir devenir membre de EP100, les entreprises doivent choisir parmi 3 engagements. Doubler la productivité énergétique, mettre en œuvre un système de gestion de l'énergie d'ici 10 ans ou la neutralité carbone des bâtiments d'ici 2030 et initiative et engagement soutenu par le World Green Building Council. J'avais juste une petite question avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. Quelle est la définition de la productivité énergétique, s'il te plaît? C'est-à-dire, pardon. Doubler la productivité énergétique, oui. ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, comment dire? Alors, je vais vous retrouver les éléments. C'est essentiellement les occupants qui seraient amenés à produire des énergies dans leur bâtiment. Donc, c'est s'engager à favoriser cette production d'énergie. D'accord. On parle de génération d'énergie. On parle de génération d'énergie. Ok. Tout à fait, pardon. Continue, excuse-moi. Non, mais ce qui est intéressant avec ces engagements, c'est que les sociétés s'imposent un reporting qui les oblige à avoir un plan d'action et donc à avoir une trajectoire définie, donc pour répondre à votre question. Un peu plus tôt, Delphine citait le CREM, qui est donc effectivement un autre outil dédié au secteur de l'immobilier tertiaire et qui permet donc d'évaluer les risques liés aux émissions de gaz à effet de serre d'un parc à partir de données issues du reporting. C'est un outil qui est vraiment très regardé par les acteurs d'immobilier puisqu'il dispose du plus grand nombre de scénarios de décarbonation par actif et par zone géographique. Ensuite, en termes d'outils, puisque vous me demandiez donc quels étaient les outils à disposition des entreprises, on peut aller un peu plus loin et regarder peut-être les normes et les certifications qui sont également des indicateurs précieux, même si ce n'est pas forcément la panacée, c'est néanmoins une clé de lecture commune admise par le marché. Oui, vas-y. L'étude dont tu parles, à laquelle tu te réfères, est-elle publique? Peut-on la partager avec les participants? Okay, tout à fait, on pourra la faire circuler. C'est gentil, merci. Et donc, juste pour compléter ton propos, tu as parlé de 650 répondants. Ce sont des répondants tous pays confondus, mondiaux? Tout à fait. C'est une étude mondiale avec tous les pays sont représentés, y compris la France, avec un petit nombre de répondants et aussi bien investisseurs qu'occupants. D'accord, très bien. Investisseurs immobiliers qu'occupants. Tout à fait. Et petite question, du coup, je ne sais pas s'il est entré dans votre périmètre d'observation, mais vous savez peut-être que l'ADEME, en partenariat avec le CDP, il me semble encore, a créé un outil qui s'appelle ACT, Act Assessing Low Carbon Transition. Merci. Est-ce qu'il entre dans votre scope d'observation ou il reste très franco-français? Il ne fait pas partie des éléments qui ont été cités, donc effectivement plutôt franco-français. Oui, encore. Bien que ce soit la volonté d'ADEME de le démocratiser au niveau européen. Très bien. Merci beaucoup, Marine. Je vais donc passer à Stéphanie. Stéphanie Chevalier, qui représente justement un promoteur immobilier. Comme l'a bien expliqué Audrey, l'objectif, c'est de resserrer en fait ces objectifs de décarbonation sur ceux qui nous paraissent plus matériels, à savoir donc commercialiste, transport, waste, consommation preneur, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu. On va voir que dans le cadre d'une activité de promotion immobilière, les émissions de gaz à effet de serre sont distribuées de façon très différente. Les enjeux ne se situent pas au même endroit. Donc, on voudrait maintenant, Stéphanie, te poser la même question, justement par rapport au métier de promoteur. Quelles sont les différences en termes de mise en œuvre d'une stratégie de décarbonation pour vous, s'il te plaît? Merci. Oui, donc Nexity, c'est un groupe immobilier français intégré. Et même si on se situe à différents niveaux de la chaîne, entre la promotion et les services, la promotion immobilière, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire, ça représente plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça se traduit aussi dans nos émissions de gaz à effet de serre. Plus de 95% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées aux activités de promotion.
Donc, dès lors qu'on veut mettre en place une stratégie carbone robuste, crédible, fiable, il faut se concentrer sur ces produits que l'on vend, toutes les opérations immobilières que l'on développe. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer notre démarche carbone. Si on reprend l'historique, en 2009, on a commencé par évaluer nos émissions directes. Puis, progressivement, à partir de 2016, on a commencé nos premières estimations liées à nos activités, nos émissions carbone indirectes. Pour ce qui est de l'outil qu'on a choisi pour vraiment formaliser cette stratégie carbone, il s'agit également du cadre SBT, comme Mercialis. On a rejoint l'initiative en 2019, ce qui nous a donné 2 ans justement pour, comme ça a été évoqué, pour répondre correctement et faire valider notre trajectoire 2 degrés. Ces objectifs-là, ils ont été validés en mars de cette année. Et on a choisi de s'engager sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, sachant que notre plan d'action en interne, il est vraiment, on mobilise nos collaborateurs en interne, nos métiers sur le scope 3, parce qu'encore une fois, ça représente l'essentiel de nos émissions. Donc en interne, ça passe par une batterie d'outils qui vont de la sensibilisation, qui est un socle essentiel, jusqu'au pilotage centralisé de notre trajectoire carbone. Et ces indicateurs de pilotage, ils concernent également opération par opération des obligations de se soumettre en interne, en dessous d'un seuil carbone interne que l'on applique à chaque fois qu'on doit acquérir un terrain. Alors, le micro est coupé. Je crois que Loïs, vous êtes en train de parler. Oui. Je rebondis juste rapidement. Comment avez-vous réussi à fixer des seuils carbone internes? Vous regardez par rapport à la réglementation en vigueur, la réglementation à venir, vous faisiez réglementation moins 10%. Comment est-ce que vous faites cela? Là aussi, ça s'est réalisé par étapes. Ce qui nous a grandement aidé. Alors, on s'est vraiment fié au cadre réglementaire aussi qui évoluait. Donc, ça a été l'expérimentation en plus c'est moins à partir de fin 2016 lorsqu'elle a commencé. Ça nous a permis aussi de nous préparer à l'exercice de la réglementation environnementale 2020. Donc là, évidemment, ces outils en interne, ces outils calculatoires ou ces outils de formation plus opérationnels, on est en train de les mettre à jour en prévision de cette nouvelle réglementation. Donc, pour préciser ce qu'on a voulu faire pour embrayer en tout cas pour déclencher vraiment une stratégie de décarbonation et voir la courbe de nos émissions infléchir, c'est de fixer un seuil, une baisse relative par rapport à un projet standard datant de 2015. Donc, on a pris comme premiers engagements en 2017 de réduire nos émissions par rapport à 2015. On a on a mesuré ce seuil et il fallait absolument, pour tous les projets nouveaux qui allaient se développer, se placer quelques pourcents sous ce seuil. Et on a fait évoluer ce seuil-là, notamment à l'occasion du dépôt des objectifs SBT en 2021. On se réfère désormais à notre seuil carbone 2019. Donc, on incrémente de cette manière-là pour faire décroître nos émissions de gaz à effet de serre. Et s'il n'est pas confidentiel, il se situe à quel niveau ce seuil? Alors, en fait, je ne vais pas forcément le publier. Il est établi par typologie. Oui. Donc, évidemment, il y en a un plus pour le tertiaire et pour le résidentiel. Et après, par famille de produits, il y a des seuils plus ou moins fixés selon qu'on parle d'une résidence étudiante, selon qu'on parle d'actifs, de résidence pour des bailleurs sociaux ou de libre aussi, puisqu'on construit également des copropriétés. D'accord, ok, donc je comprends. Très bien. J'ai vu une question passer dans le chat.
qui consistait à avoir un peu plus de connaissances sur quels étaient les objectifs sur les matériaux et l'énergie que pouvaient se fixer des promoteurs immobiliers en 2030 ou 2050. Je précise en fait ma question. Tout à l'heure, Delphine a très bien montré, au travers de la stratégie nationale bas carbone, on a des ratios en tête, environ 56, 60% à 2030 et 95 à 2050. Ça, c'est vraiment pour les actifs sous gestion. Ça relève, on parle des émissions de gaz à effet de serre qui, pour l'essentiel, relèvent des consommations énergétiques. Vous avez une structure de bilan carbone qui est complètement différente parce que l'essentiel de vos émissions, elles sont liées à la construction. Je sais qu'il n'existe pas d'équivalent pour le secteur promotion directement. Donc, comment est-ce que vous faites pour fixer un objectif à 2030 et ou à 2050? Et si vous l'avez fait, quel est-il aujourd'hui? Alors, on a fixé des objectifs à 2030, les objectifs qui sont validés SBT pour le scope 3. Alors, il y en a pour le scope 1 et 2. On s'est référé à notre année 2019. Pour le scope 1 et 2, c'est de réduire de 22% nos émissions. Pour le scope 3, il s'agit de réduire de 28%. C'est l'inverse. 28% sur le scope 1 et 2 et 22% sur le scope 3, nos émissions de gaz à effet de serre. Et le ratio que vous avez évoqué, c'est exactement celui-là. On a un gros champ d'action qui porte sur les matériaux de construction pour moitié, et l'autre moitié porte vraiment sur la réduction des consommations énergétiques. Donc, c'est un petit peu de cette manière-là qu'est aussi conçu notre plan d'action de réduction. On travaille essentiellement sur les modes constructifs, notre approvisionnement et le choix de nos systèmes énergétiques, le bon renseignement des données environnementales, et aussi un travail avec du coup nos fournisseurs, nos partenaires de conception pour évaluer en amont, parce que du coup, quand on est dans la promotion, on a énormément de considérations de carbone gris, on va dire, d'estimation et de mesure de tout ce qui a un impact carbone en amont du chantier, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, je pourrais avoir des dizaines de questions sur ces thématiques-là, mais on va essayer d'avancer un petit peu dans notre table ronde et en redonnant la parole à Marine, qui, en tant que conseil, doit voir passer quand même un certain nombre de pratiques chez les différents acteurs que vous accompagnez. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une dynamique des acteurs sur le fait de se définir des stratégies, des objectifs, se donner des moyens, ou est-ce que là, on serait plutôt dans un entre-soi d'acteurs qui, compte tenu de leur taille, seraient obligés, enfin, ce ne serait pas obligé, mais est-ce qu'on est dans un entre-soi aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une vraie dynamique sur l'ensemble du marché sur la définition de stratégie de décarbonation? C'est ça la question. Oui. Merci Loïs. Oui, je pense qu'on a tous noté de manière générale une accélération de la prise en compte de ces sujets et donc on n'est pas dans un entre-soi du tout. De manière générale, même au-delà du secteur de l'immobilier, je pense que la pandémie mondiale a réveillé les consciences et donc tout le monde s'empare progressivement de ces sujets. Je pense que les investisseurs, parce qu'on avait mené une enquête auprès d'investisseurs il y a à peu près un an, clairement les investisseurs se positionnaient comme un peu précurseurs où eux s'étaient emparés de ces sujets depuis une dizaine d'années déjà et certainement sous l'impulsion des premières lois Grenelle. Enfin, il y a quelque chose en France qui fait qu'on est un peu en avance et je crois que la tendance est notable, notamment au regard des résultats GRESB qui ont été présentés tout à l'heure, mettant la France devant les moyennes européennes et globales. Donc, c'est pas un entre-soi et c'est une vraie tendance. Il y a plein de choses qui le révèlent. Au tout début, et justement, c'est ce que nous expliquaient nos investisseurs, enfin nos clients lors de nos enquêtes et nos échanges, c'est qu'on est passé d'un tick the box ou un sujet d'image à vraiment quelque chose qui est partie intégrante de la stratégie des entreprises, jusqu'à intégrer les objectifs individuels des collaborateurs. Et ça, clairement, je pense que ça s'explique par le fait que le risque financier
liées à une potentielle inaction n'est plus du tout remis en doute. Enfin, aujourd'hui, on parlait de la valeur verte un peu plus tôt, tous ces sujets-là commencent à se préciser et à se dessiner. Il n'y a pas très longtemps, c'était encore incertain, mais donc vraiment, aujourd'hui, on est sûr du risque financier et on est sûr de la création de valeur dans le déploiement de stratégies vertes. Donc, et puis c'est vraiment clairement perçu comme un levier de compétitivité. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises s'en emparent d'une manière ou d'une autre. Voilà, dans les grandes lignes. Moi, j'avais du coup un petit peu une question. Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu as dit on regarde des résultats du GREST, on voit bien que la France était en avance. Sans ces résultats, c'est intuitivement ce que tu aurais aussi pensé. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'il y a des éléments d'explication autres que ce que moi j'ai pu citer tout à l'heure? Alors, c'est essentiellement, je pense que l'impulsion du législateur joue beaucoup un rôle. Et ça, c'est ce qui est ressorti vraiment de notre enquête, c'est que la plupart des entreprises françaises disaient que l'impulsion était en quelque sorte la contrainte réglementaire, donc ce qui a quelque chose de bien. Là où les entreprises non françaises se positionnaient plus sur une question d'image, à répondre aux attentes des parties prenantes, leurs collaborateurs, les clients, et étaient plus sur répondre à cette attente-là que de répondre aux contraintes réglementaires. Très bien, merci. Autre point, avant de repasser la parole à Audrey, pour toi, Marine. Aujourd'hui, on a parlé SBT. Ce qui ressort de votre retour d'expérience, c'est que ça devient l'outil qui fait référence, au même titre que Crème aussi, qui offre le plus grand nombre de scénarios de trajectoires par pays. Il y a encore 1 an ou 2 ans, on parlait beaucoup d'ATCFD. Donc, moi, j'ai une double question. Déjà, c'est est-ce que, selon toi, les acteurs s'y retrouvent entre tous ces acronymes? Parce que il y a des initiatives qui se créent tous les jours. La CSRD, maintenant, la NFRD, la taxonomie, voilà. Donc, est-ce qu'ils s'y retrouvent réellement? Et deuxièmement, moi, je vois passer de temps en temps des communications qui expliquent voilà, notre stratégie est compatible par rapport à la TCFD, mais sachant qu'en Europe, on a un cadre réglementaire qui s'inspire de la TCFD et des cadres nationaux qui de temps en temps vont plus loin, est-ce que c'est toujours nécessaire de communiquer sur une compliance à la TCFD ou est-ce que c'est peut-être un acronyme qui va tomber en désuétude? Voilà, c'était ça que je... Voilà. Alors, pour répondre à la première question, est-ce que les acteurs s'y retrouvent? Alors, clairement, effectivement, on est noyé et merci l'OID de nous faire des décryptages réguliers et des mises à jour sur les réglementations. Non, effectivement, c'est très complexe pour tout le monde et au-delà d'être noyé dans des acronymes, ce sont vraiment des obligations réglementaires qui tombent les unes après les autres et qui contraignent énormément les différents acteurs. Et un point majeur qu'on a pu entendre dans les différents témoignages, c'est que c'est l'accès à la donnée. Ça devient très compliqué et c'est vraiment le nerf de la guerre de pouvoir remonter toutes ces données, donc de les mesurer et de pouvoir les consolider. Donc c'est extrêmement, extrêmement complexe. Donc la donnée et la technologie vont devenir clés pour les différents acteurs et commencer à se conformer à ce panorama d'acronymes et de reporting et d'obligations. Ouais. Je pense que ce qui est crucial, c'est de comprendre les liens entre les différents dispositifs de manière à savoir ce qu'il faut de façon brute avoir et après savoir comment efficacement l'utiliser dans un dispositif ou un autre. C'est un petit peu d'ailleurs ce que vous proposez là avec l'outil SFDR. C'est le fait de réutiliser ce que vous collectez déjà pour remplir une nouvelle obligation pour les fonds immobiliers. Bref, bien merci Marine. Je vais donc un petit peu repasser à Audrey. Audrey, par rapport aux objectifs que vous fixez et même par rapport à l'activité qui est l'activité de foncière, les échanges avec vos investisseurs, parties prenantes sont clés, ainsi que vos parties prenantes locataires. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Comment est-ce que vous arrivez à les embarquer dans votre stratégie aujourd'hui?
Alors, clairement, avec les investisseurs, on noue un dialogue régulier, que ce soit via nos publications ou via des échanges one-to-one. On se rend compte que ces sujets, le changement climatique, les intéressent grandement, tout ce qui est notre trajectoire carbone. Ça fait le lien à ce que vous disiez jusqu'à présent avec la TCFD. La TCFD, donc Task Force on Climate Disclosure, c'est un mouvement d'investisseurs à l'origine qui a demandé à ce que, effectivement, les entreprises publient des informations sur le risque carbone que le risque représente le changement climatique pour leur activité. Donc, ça montre bien que c'est des investisseurs qui se sont saisis du sujet et qui ont établi une sorte de guidelines et qui demandent aux sociétés de se conformer, de s'engager et d'écrire les risques, les opportunités, leur gouvernance en la matière. Donc, ça a commencé par ça, sur le changement climatique. Et maintenant, effectivement, on voit que le sujet des engagements des sociétés et de leur crédibilité les intéresse également. Donc, avoir une trajectoire carbone, oui. À quel horizon temporel? Quelle est la baseline? Est-ce qu'elle est certifiée? Quelles sont les actions mises en œuvre? Tout ça, on est challengé dessus. Et on se rend compte que la maturité est de plus en plus importante à ce sujet. Parce que par le passé, quand on parlait émissions de gaz à effet de serre, scope 1 et 2, on avait l'impression d'être un peu les spécialistes du sujet et de parler un peu dans un jargon un peu trop technique, alors que maintenant, face à nous, on a quand même des personnes qui connaissent bien le sujet et quand on a des analyses sectorielles qui savent bien les spécificités de notre secteur. Donc ça, c'est le premier point pour répondre à ta question sur les investisseurs. Côté enseigne, c'est assez diffus. Parce qu'on a à la fois des enseignes qui sont structurées et qui, comme nous, ont des directions RSE avec des rapports, des engagements pris sur les matériaux, sur la supply chain, etc. Et puis, d'un autre côté, tu as des commerçants indépendants qui sont tout seuls à gérer leur activité. Et donc, du coup, on a un niveau de maturité très hétérogène, ce qui n'empêche pas, en fait, des sociétés comme la nôtre de mettre en place des actions à double niveau et qui sont les mêmes pour l'ensemble de ces parties prenantes, c'est-à-dire à la fois un travail au niveau national avec effectivement nos homologues, nos pairs, et puis un travail au local via nos équipes en région pour au quotidien échanger avec eux et leur expliquer pourquoi on réduit les consommations d'énergie décente, pourquoi on travaille sur les exutoires des déchets dans l'objectif global carbone. D'accord, très bien, merci. Et justement, pour compléter, est-ce que vous menez des actions de formation de vos investisseurs? Est-ce que si vous avez mis en place un comité RSE composé d'administrateurs, vous utilisez une partie du temps imparti de ce comité RSE pour justement petit à petit dégrossir tous les sujets spécifiques à l'immobilier en ce qui concerne l'ESG? Est-ce que vous allez dans cette direction ou est-ce que ça a déjà été fait? Comment les investisseurs se portent-ils? Je ne me permettrai pas de dire qu'on forme nos investisseurs parce que je n'aurais pas la prétention, quelle qu'elle soit, de dire que je forme nos parties prenantes. Non, on échange régulièrement avec nos investisseurs et on répond aux sollicitations, qu'elles soient individuelles avec leur propre questionnaire qui intègre ces thématiques, ou effectivement des rankings ou des questionnaires d'agence de notation type GRESB ou autre pour leur donner la matière, les datas brutes qu'ils peuvent retravailler, type le CDP, ça leur fournit aussi de la data, ou effectivement le GRESB, ou alors effectivement des éléments sur la trajectoire. Donc, non, on ne les forme pas, mais on échange avec eux sur ces sujets. Et en matière de gouvernance du sujet carbone chez Mercialis au sens plus large, c'est la deuxième partie de ta question sur oui, c'est bien ça, ouais. Les administrateurs. Nous, on a un comité d'audit des risques et du développement durable donc qui vise à suivre la stratégie RSE, à la valider. Ça a été le cas l'année dernière puisqu'on a revu notre stratégie, y compris le volet carbone. Donc, il y a une administratrice qui est membre de ce comité et qui supervise le sujet RSE au sens large et le carbone, puisque dans la RSE, il n'y a pas que le sujet carbone, c'est ce que vous avez bien montré, ESG, il ne faut pas oublier les trois piliers. Et le conseil d'administration revoit également annuellement la stratégie RSE dans son ensemble, mais comme on a effectivement revu notre objectif aussi en la matière, quand par exemple on a fait la trajectoire SBTI, elle a été validée par le conseil d'administration, effectivement. Merci beaucoup, Audrey. Justement, en matière de validation, c'était une question que j'avais pour Stéphanie. Tout à l'heure, Stéphanie, quand tu as présenté le cheminement de Nexity vers la certification SBT, tu as dit « Nos objectifs ont été validés en mars 2021 ». Quand tu dis « validés », ils ont été validés par l'auditeur, ils ont été validés par le conseil d'administration. Par qui ont-ils été validés?
Justement, quel processus? Ça a été d'abord, on les a soumis à l'initiative SBT et ensuite, et parallèlement, présentés au conseil d'administration. Après, dès 2019, le conseil d'administration a été informé, avisé de la démarche et de la construction de ces objectifs. Donc, il y avait un comité en interne pour échanger régulièrement avec eux et on était en lien directement avec le comité exécutif pour les informer de l'avancée avant le dépôt du dossier. Donc, c'était. Et vous avez pu impliquer les directions opérationnelles des différents logements au cours du processus? Au cours du processus de dépôt, c'est pas cette phase-là qui a impliqué le plus d'échanges. On a plutôt opté pour comment dire, on a associé ces entités opérationnelles dans une démarche solution, plus orientée solution et élaboration du plan d'action. Ok, je comprends. Ouais, c'est intéressant. Très bien. Et donc, justement, on sort du SBT et de ce sujet-là. On vient maintenant un petit peu sur les exigences françaises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les projets en construction neuve ou en rénovation. Les exigences françaises, elles sont particulièrement fortes et elles ne cessent de s'incrémenter. Bientôt, tous les acteurs français auront 100 sur 100 juste en répondant à la réglementation française au GRESB. Il faudrait y réfléchir d'ailleurs. Voilà, non, je rigole. Bref, donc vis-à-vis des promoteurs immobiliers, vis-à-vis de vos investisseurs, des personnes qui achètent votre production, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous allez au-delà du réglementaire? Comment vous mettez la barre du volontaire au-delà du réglementaire? C'est peut-être ça la question qu'on pouvait vous poser. Sur le plan strictement du carbone, pour proposer des offres qui vont au-delà du réglementaire, on a pris le parti de devancer les réglementations, en fait, de les anticiper. Donc, c'est un travail préparatoire en interne et c'est ce que l'on porte aussi auprès de nos investisseurs. Après, c'est vrai que la réglementation française est un formidable moteur pour tous ces sujets-là. Elle est vraiment en pointe. Donc, on met aussi en avant cette différence française. Ensuite, le deuxième aspect que l'on met en avant dans nos offres, c'est vraiment d'aller au-delà du simple, entre guillemets, du simple promoteur. Ça a donné naissance, par exemple, à la création d'un guichet unique qui est dédié à nos investisseurs où on rassemble de manière intégrée toute l'offre qui va de la promotion à la gestion, en tout cas à l'accompagnement, puisqu'on est aussi property manager. Et c'est pour avoir aussi un fonctionnement plus agile que les silos classiques qui sont liés à la promotion-construction d'un côté et à la gestion d'actifs et à l'exploitation d'autre part. Donc, on a pris le parti de proposer des offres intégrées. Ça donne naissance à des offres de type garantie de charge, où on a aussi récemment sorti une offre de property management en résidentiel, puisque les investisseurs se tournent de plus en plus vers le résidentiel. C'est vraiment la tendance assez récente, le revirement récent. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit auparavant, aller au-delà du réglementaire, ça signifie aussi pour nous élargir le scope au-delà des considérations carbone. On a parlé des piliers E, S et G, mais dans le pilier E lui-même, il y a des questions environnementales qui sont toutes liées. Quand on parle carbone, quand on parle climat, on doit avoir des engagements sur le respect de la biodiversité. Et c'est par exemple des engagements portés par Nexity au niveau, avec un référentiel interne, un référentiel reconnu, mais on se donne des obligations, en tout cas on se fixe des exigences en interne pour chaque projet avec des démarches systématiques. On a appliqué cela à une démarche biodiversité à chacun de nos projets en développement et c'est en cours
Ce qui est en cours, c'est de décliner et de montrer nos engagements maison, on va dire, sur chacun de nos projets concernant la gestion sobre des ressources, concernant l'adaptation au changement climatique, etc. C'est ce qu'on est en train de construire. Est-ce que je peux vous poser une question, Stéphanie, sur ce point-là, quand vous faisiez référence à une offre intégrée? On sait que la collection de données ESG dans le secteur résidentiel particulièrement reste un obstacle pas compliqué. Est-ce que vous voyez une amélioration, en tout cas un impact au travers de votre stratégie intégrée d'agir comme property manager sur votre construction, enfin sur vos immeubles construits à ce moment-là, j'imagine. Est-ce que vous voyez une amélioration dans votre capacité à fournir des points de données de consommation à vos investisseurs où ceci exige toujours une approbation de vos locataires qui reste difficile à obtenir? Alors, la question se pose différemment selon qu'on parle de copropriété ou on va dire de mono-investisseurs. Mais ce que l'on cherche, ce que l'on propose en tout cas, c'est on a des partenariats avec des sociétés pour collecter ces données et on essaie de proposer le plus en amont possible cette possibilité-là de livrer un bâtiment qui soit prêt à être monitoré en différents points. Et évidemment, vous avez mis en évidence en résidentiel, puisque ça représente la majeure partie de ce que l'on développe. En résidentiel, c'est une question qui n'est pas neutre. Donc, sur les parties communes, évidemment, on a beaucoup plus de facilité à mettre en place ce type de dispositif. Et on travaille sur des solutions, en tout cas, on les propose déjà. Et on travaille avec des partenaires qui ont des solutions non invasives, ou en tout cas les moins invasives possibles, pour accéder à des données plus fines et anonymisées aussi à l'échelle d'appartements ou de groupes d'appartements. Est-ce que vous voyez un peu de résistance du côté locataire quand vous fournissez un immeuble prêt à être monitoré, ou alors en fait c'est plutôt, ce qui est difficile, c'est de mettre en place ce processus une fois qu'il est livré, après coup, alors que quand c'est fait en amont, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous voyez une différence là-dessus? Quand c'est fait en amont, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, sur l'immobilier existant, encore deux approches. Lorsqu'on est la difficulté majeure, c'est de proposer ce type d'offre et d'expliquer la plus-value, notamment lorsqu'on veut lancer une démarche de rénovation. Le fait d'auditer l'existant et de monitorer, c'est quelque chose qui reste assez difficile C'est difficile d'embarquer sur cette question, mais c'est vraiment un challenge et on s'y emploie. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de former directement alors, ce n'est pas des animateurs Nexity, mais en tout cas des référents rénovation qui portent les questions de rénovation. Et ces référents-là, ils portent aussi les questions de pédagogie auprès des... La pédagogie n'est pas la même selon qu'on parle d'un investisseur institutionnel ou de locataire, mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vois l'heure qui tourne et il va falloir qu'on finisse dans les temps, vu qu'on a commencé dans les temps. Et du coup, je voudrais rebondir sur tout ce qui a pu être dit jusqu'alors pour te poser la question à toi, Charles. Là, on a parlé des dynamiques en français, de la manière dont les acteurs professionnels français voient le sujet, la stratégie, des outils, leur point de vue, même si ce que vous voyez en tant qu'acteur français repose aussi sur des analyses internationales. Mais peut-être que toi, de ton point de vue, tu as une analyse complémentaire sur la manière dont les acteurs se fixent des objectifs en matière de décarbonation. Écoutez, moi je dirais que de ce que j'ai entendu de cette dernière heure avec vous, il y a beaucoup de références au législateur en France qui est vu comme un driver, pas l'unique, mais qui est vu comme un driver de fixation d'objectifs. Ce n'est pas nécessairement ce que j'entends moi, je ne travaille pas en France, donc ce n'est pas nécessairement ce que j'entends quand je parle à des investisseurs ou même des gros asset managers anglais ou néerlandais ou même américains. C'est généralement
plutôt du bottom-up. Donc, c'est un asset manager qui va vouloir se différencier de la compétition en mettant des objectifs qui sont plus difficiles à atteindre, ou simplement, un peu plus en Europe, des investisseurs institutionnels qui sont beaucoup plus avancés et qui vont venir exiger des performances pures ou des résultats depuis leur asset management. Alors que, et je ne ressens pas vraiment cette dimension un peu plus gouvernementale, législative dans les autres pays, en tout cas pas aussi prononcée. Du coup, il y a une dimension volontaire et en général, ces investisseurs internationaux qui vont vouloir se différencier, sur quelle base font-ils référence pour se fixer des objectifs? Qu'est-ce qui drive le fait qu'ils se disent moi, je veux que mes investissements fassent moins 60% en 2030 plutôt que moins 50, moins 70. Quel est leur driver? C'est la TCFD? Ça dépend. Moi, j'habite évidemment aux Pays-Bas et j'interagis beaucoup avec les investisseurs néerlandais. CRAM est extrêmement populaire aux Pays-Bas. D'ailleurs, les trajectoires de décarbonation en Europe ont été fondées par un projet financé par l'Union européenne, mais le développement de ces trajectoires carbone au niveau mondial ont été financés par des fonds de pension européens, des fonds de pension néerlandais. Donc, vraiment, la source de l'existence même de ces trajectoires provient de ces pays-là. Et CRAM est une référence aujourd'hui incontestable quand il s'agit de trajectoires de décarbonation. Maintenant, le TCFD est évidemment un outil extrêmement important, mais le TCFD en tant que tel est seulement un outil de reporting, c'est seulement un framework de reporting. Il n'y a pas de requirement, si vous voulez, en termes d'objectifs. Alors, il couvre évidemment tout ce qui est risque de transition et risque climatique physique, mais rapporter en fonction du TCFD n'est pas suffisant pour… le TCFD ne va pas requérir de se fixer des objectifs tels pour pouvoir rapporter en ligne. S'il n'y a aucun objectif qui est fixé et qu'on le présente en tant que tel, on peut rapporter en fonction du TCFD. Donc, voilà, je n'aime pas opposer les deux puisqu'ils sont plutôt complémentaires. Il y en a un qui fixe l'objectif et l'autre qui les traduit en termes de risque financier, puisque le TCFD, vraiment, d'un point de vue, aborde la problématique d'un point de vue très financier. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Je ne vois pas de questions. Alors, tout à l'heure, il y avait des questions dans la discussion. Si on peut en prendre une ou deux rapidement. Quelle prévision? Non, a priori, toutes les questions qu'on a vues ici avaient été traitées. Donc, on est bon. Merci beaucoup, Audrey, Stéphanie, Marine, pour votre participation. Les ressources dont vous avez parlé, si vous pouviez les partager, comme ça, on enverra un petit mail de feedback par rapport à cette conférence. Avant de conclure, est-ce que tu voulais faire un petit point sur, je te prends au dépourvu là, les secteurs leaders, les acteurs français? Il y avait un sujet là-dessus ou pas? Je ne sais pas s'il y a un slide prévu, mais… Il n'y a pas un sujet, on va dire, officiel, puisque ces leaders de marché ont déjà été annoncés lors de notre présentation des résultats GRESB au niveau régional, donc on a fait le mois précédent, mais je ne sais pas si vous avez vu le slide, on a partagé un slide un peu juste avant la table ronde avec les leaders marché du marché français. Donc voilà, si vous vous reconnaissez, si vous êtes encore avec nous et vous avez survécu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et que vous reconnaissez votre nom, félicitations, c'est quelque chose que nous valorisons extrêmement fortement au GRESB. Mais je ne sais pas où le slide. C'est un slide qui est dans ta présentation? Je ne sais plus. Je suis pas il sera inclus dans la présentation qu'on partagera publiquement, évidemment. Mais donc voilà, félicitations à ces acteurs, mais je ne suis pas en mesure de les re-annoncer puisqu'ils ont déjà annoncé au niveau européen. Ok, très bien. Bon, eh bien, merci à tous. Il est 11h pile, c'est parfait. On vous donne rendez-vous de notre côté le 7 décembre, c'est ça? Le 7 décembre pour la présentation des résultats du baromètre de l'immobilier responsable. Une petite aparté aussi pour vous dire que toute cette analyse qu'on peut faire aujourd'hui, comparer entre ce que font les acteurs européens mondiaux et ce que font les acteurs français, elle prend tout son sens aussi dans un programme que nous avons lancé, qui est mécéné par un certain nombre de membres de l'OID et qui donnera lieu, comme j'expliquais tout à l'heure, à une analyse des différentes trajectoires de décarbonation en Europe,
une analyse des niveaux de performance énergétique d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous aurez des nouvelles sur tout ce qui va ressortir de ce programme dans les jours à venir. Et dernier point aussi, pour ceux que ça intéresse, sachez que la première séquence du nouveau MOOC de l'OID, hébergé par la plateforme de l'ADEME et du plan bâtiment durable, commence ce jour, 9 novembre 2021. Ça a été un travail colossal. C'est un MOOC qui se dure en 5 séquences et qui traite de l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Je remercie infiniment Grèce avec qui on arrive chaque année à faire des événements plutôt intéressants, je trouve. Et merci aux participants. À bientôt et au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.